merci d'être parmi nous ce soir à cette dernière séance des Jeudis de Lima. Nous avons le plaisir pour la deuxième fois d'accueillir Franck Gaudio, commissaire de l'exposition Osiris, que je vous invite vivement à visiter si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment l'exposition de l'année. Je pense que 2015 comptera cette exposition parmi les faits artistiques et culturels marquants en France. Et nous avons donc le plaisir de l'accueillir pour la deuxième fois, puisque déjà il avait assuré, aux côtés d'un panel de ses collaborateurs, une rencontre justement sur le travail qu'ils ont mené pour faire découvrir ces trésors de l'Égypte ancienne. Et il y a eu un quiproquo entre l'Institut du monde arabe et évidemment l'équipe de M. Franck Gaudio au sujet de la présence d'un éminent aussi archéologue, responsable du département de l'archéologie en Égypte. C'est Mohamed Mostafa Al-Magid, qui devait être parmi nous, mais malheureusement, il est retenu, il n'a pas pu être là en Grèce. Mais je crois que Franck Gaudio, à lui seul, il pourra assurer un peu et couvrir tous les domaines sur terre et sous mer. Voilà. Donc, il est avec nous et nous le remercions vivement de se prêter donc à cette prestation et je crois qu'il va nous enchanter. Avant de lui passer la parole, je voudrais vous rappeler que les Jeudis de Lima reprennent à partir du 7 janvier. Et à ce propos, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes et d'agréables fêtes. J'espère que cette année 2016 elle sera meilleure que celle que nous allons quitter, qui était marquée par des dramatiques événements qui ont marqué un peu les consciences et marqué les mémoires. Et on va donc reprendre avec Abdel Bidar le cycle qu'il a initié ici à l'Institut du monde arabe dans le cadre des Jeudis de Lima. Et je vous renvoie au programme détaillé. Je ne vais pas le décliner, je ne vais pas le citer toutes les séances. Il y a beaucoup de moments forts dans ce programme et évidemment nous comptons sur votre présence pour échanger et ce sera un peu sous le signe du dialogue et de l'échange. Voilà, encore une fois, bonne fête et je vous remercie d'être fidèles et d'être toujours avec nous ici à l'Institut du monde arabe et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Bien, bonsoir à tous. Ça marche ? Oui, voilà. Bonsoir à tous. Donc là, l'idée est de pouvoir évoquer l'exposition et le travail de Franck Gaudio. Donc on va être dans une discussion à bâton rompu pour évoquer justement au fur et à mesure tout cela. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter finalement, aujourd'hui on connaît ces villes, mais avant de les connaître, on était face à 3 villes, donc Canope, Héracléon, Tonis. Donc finalement, finalement c'est comme une enquête, comment est-on arrivé à... Que connaissait-on avant de connaître aujourd'hui les villes archéologiquement? Bonsoir à tous. Alors, on avait des textes, bien sûr. En fait, l'histoire concerne 4 villes, enfin 4 noms de villes. Alexandrie, Héracléon, Canope et une ville qui s'appelait Tonis. Alors, sur Alexandrie, je n'en parle même pas, tout le monde connaît Alexandrie la Glorieuse, sa fondation, son développement, sa puissance, centre de l'Antiquité, centre culturel, scientifique, technique, centre militaire, centre commercial. Et cette ville d'Alexandrie avait un grand port qui, lui, va jouer
un grand rôle dans notre histoire, et ce grand port, c'était le fameux Portus Magnus, qui a été certainement le premier grand port moderne du monde. Et 3 autres villes étaient mentionnées dans les textes anciens. Canope, Tonis et Racaillon. De façon très étrange, les textes mentionnaient ces villes, mais jamais, toujours une ville et jamais 2 en même temps. Alors, sur Hérakéon, bien, à tout seigneur, tout honneur, nous avons Hérodote, père de l'histoire, qui, au 5e siècle avant notre ère, en 450 avant, vient dans la région, visite la ville d'Hérakéon, il visite le grand temple, ce qui indique que Hérodote, s'il pouvait rentrer dans un temple égyptien, était donc un initié, car le public ne pouvait pas rentrer, en tout cas dans certains lieux du temple. Et il mentionne même que la reine Hélène et le roi Ménélas ont relâché à cet endroit à leur retour de la guerre de Troie, et que les esclaves du roi Ménélas se sont même réfugiés dans le grand temple d'Hérakéon, car ce temple avait un droit d'asile. Donc, grande description d'Hérodote lui-même. Pour la ville de Tonis, cette ville d'Hérakéon sera aussi mentionnée par d'autres auteurs. Je prends un des derniers auteurs antiques, Strabon, au 1er siècle avant notre ère, qui parle de la ville d'Hérakéon et qui d'ailleurs termine son récit en disant la ville d'Hérakéon est située à l'embouchure canopique du Nil, là où le Nil se jette dans la Méditerranée. Et les habitants de cette ville me disent que d'ailleurs, jadis, existait, non loin de là, une ville qui s'appelait Tonis. Diodore de Sicile, lui, avait déjà parlé de Tonis, et il disait que Tonis, c'était le grand emporium, le grand port de l'Égypte sur la Méditerranée. Et il précisait même que ce port de Tonis était l'entrée obligatoire pour tout vaisseau qui venait du monde grec, la Méditerranée, et qui voulait entrer en Égypte, et que si un vaisseau, par malheur, rentrait en Égypte par une autre branche du Nil, il devait faire demi-tour et passer par cette ville de Tonis. Bon. 3e ville, Canope. Eh bien, Canope est mentionné dans de nombreux textes, y compris d'époque romaine. Canope qui avait un grand temple à Osiris, qui était devenu ensuite, sous l'époque des Ptolémées, de la dynastie des rois grecs, un temple à Osiris Apis, Sérapis, ce fameux Sérapéum de Canope. Il y avait 2 grands temples à Sérapis, un à Alexandrie et un à Canope. Et d'ailleurs, les Romains, certains Romains prudes, vont dire que c'est un lieu où on ne doit surtout pas aller, car il existe des fêtes vraiment terribles qui sont célébrées, et que c'est un lieu de perdition et qu'un homme de bien n'ira pas dans ces endroits. Voilà. Et il parle d'un fameux canal qui reliait à l'époque ptolémaïque et romaine la ville de Canope, Alexandrie. Eh bien, en fait, ces villes sont reliées par l'histoire, par la géographie, par la religion et par le destin. Alors, on va commencer par la fin, par le destin. Eh bien, le grand Portus Magnus d'Alexandrie, la ville de Canope, et ce qui restait de la ville d'Hérakéon, et vous allez voir que c'était la même chose que ce qui restait de la ville de Canope, vont disparaître le même jour, à la même année, et je dirais le même jour, et probablement la même seconde. Un cataclysme gigantesque va causer des effondrements de terrain énormes, qui est le Portus Magnus d'Alexandrie, ce qui restait de la ville de Canope et la grande cité, la ville de Canope et ce qui restait de la ville d'Hérakéon vont être submergés par les flots.
Et ça s'est passé à la fin du 8e siècle, entre 750 et 790 de notre ère. Et en parlant de texte, justement, un tel cataclysme a-t-il été raconté par des Eh bien, historiens? de façon très étrange, non. Nous n'avons aucun récit de ce cataclysme. Nous avons des récits antérieurs d'un raz-de-marée énorme qui, au IVe siècle, projette des bateaux sur le toit des temples d'Alexandrie, etc. Mais 8e siècle, ces sites disparaissent et on n'en entend plus parler. On n'en entend plus parler jusqu'à la fin du 19e siècle, où des archéologues et des savants se disent « mais où sont ces sites? Où est Canope? Où est Taunus? Où est Héracléon? Où sont les palais et les temples qui étaient sur les quartiers royaux du Portus Magnus d'Alexandrie ?» Et certains disent bah, « on ne les a pas retrouvés à terre, ils sont probablement en mer ». Et certains savants, tels que Darécy, prouvent qu'effectivement c'est une possibilité, car nous avons dans les textes antiques des distances entre certains sites, et quand on applique ces distances à partir d'Alexandrie, ben, on tombe en mer, en baie d'Aboukir, et donc c'était une possibilité. Possibilité qui s'est confirmée dans les années 1935-1939, par la découverte en baie d'Aboukir, fortuite, par le prince Omar Toussoun, de quelques ruines. Et donc, pas très loin de la côte, mais si quelques ruines pouvaient être submergées, pourquoi pas beaucoup plus loin? Et en fait, c'est ce qui a déterminé le départ de notre mission à la recherche du Portus Magnus d'Alexandrie et des vestiges de Taunus, d'Héracléon et de Canope. D'accord. Et alors, pourquoi en fait, quand cette découverte-là a été faite dans les années 30, finalement, pourquoi ça n'a pas donné lieu à d'autres recherches, que ce soit plus tardivement, enfin même dans les années 60-70 ou Alors en fait, ces découvertes dans les années 30, fin des années 30, a été assez amusante. Le prince Toussoum, qui était propriétaire de la côte d'Aboukir, était un savant, archéologue, très grand connaisseur du delta d'Égypte. Et un jour, il a donné des terres à la RAF pour construire un aérodrome. Et un des pilotes de la RAF, un jour, décolle de la baie d'Aboukir, et puis il voit une tache sombre comme ça au milieu de la baie. Et en revenant, il va dire au prince Toussoum: ah, vous savez, vous aviez parlé peut-être de villes qui avaient disparu au milieu de la baie, là-bas il y a une tache sombre, c'est un peu bizarre. Alors évidemment, le prince Toussoum monte une expédition avec Darécy, qui était un des directeurs du musée gréco-romain, et puis un plongeur, mais un plongeur genre Tintin et Milou, avec un grosse pompe, on était en 1935, et ils vont à l'endroit de cette tache. Le plongeur se jette à l'eau et il remonte en disant bah, ce sont des algues. Ah, ouais, que des algues, c'était une étendue d'algues. Et à ce moment-là, il y a des pêcheurs de la baie d'Aboukir qui viennent et qui disent mais Excellence, qu'est-ce que vous faites ici? Le prince Toussoum était connu bien sûr de tout le monde. Et le prince Toussoum dit bah, on a plongé parce qu'on pensait qu'il y avait des ruines à cet endroit. Et les pêcheurs disent ah non, pas à cet endroit, si vous voulez trouver des ruines, c'est beaucoup plus proche de la côte, et suivez-nous. Et il les amène à un site situé à quelques centaines de mètres de la côte, où le plongeur replonge, on remanie la pompe, et quand il revient, il y a une espèce d'objet avec lui qui nettoie. C'est une tête en marbre blanc d'Alexandre le Grand. Et sur ce site, ils vont retrouver des colonnes, etc. Et donc, il était possible que des sites archéologiques soient submergés. Mais ça n'a pas donné... Enfin, ils n'ont pas eu envie, non, ou les moyens peut-être techniques. Il n'y avait absolument aucun moyen de détection. Donc, si ce n'était pas visible, ça ne pouvait pas être trouvé. Or, à l'époque, les plongeurs connaissaient mètre par mètre, comme aujourd'hui, la baie d'Aboukir, qui n'est pas bien profonde. Elle est entre 12 mètres, entre 20 mètres et 3 mètres de fond. Donc, ils connaissent parfaitement les fonds. S'il y avait eu des ruines visibles, ils l'auraient indiqué. Ce qui n'a pas été le cas, donc ça a été oublié.
Et alors vous, comment en êtes-vous arrivé à fouiller d'abord à Alexandrie? Eh bien, j'avais dès 1980, enfin, j'avais eu l'idée de cette mission en 84, en allant sur le site d'une fouille faite par Jacques Dumas sur un navire l'Orient, et qui venait de retrouver, c'était un navire amiral de Bonaparte. Et en revenant à terre, je m'étais entretenu avec des archéologues égyptiens, et on avait parlé de ces fameuses villes qui n'avaient jamais été retrouvées. Certains disaient, mais si, Aboukir, c'était Canop, mais enfin, c'est bizarre, on n'a pas retrouvé Grand Temple, etc. Et je m'étais dit, ben, ça serait extraordinaire de lancer une mission sur ce thème. Mais il n'y avait pas à l'époque d'instruments géophysiques de détection qui puissent nous permettre de détecter en fait des vestiges très peu magnétiques enfouis sous le sédiment et sous l'eau. Ce n'est qu'en 1992, après avoir développé avec le commissariat énergie atomique un nouvel instrument de recherche géophysique qui sont les magnétomètres à résonance magnétique nucléaire, que j'avais essayé en France, testé en France et aux Philippines, que je m'étais dit, là, maintenant, c'est possible de faire une telle mission. Mission que j'ai proposée au secrétariat, enfin au Conseil suprême des Antiquités. À l'époque, ce n'était pas un ministère, maintenant c'est le ministère des Antiquités. Et le Conseil suprême des Antiquités a été enthousiasmé par cette idée, et le ministre de la Culture de l'époque aussi a soutenu cette idée. Et donc, dès 1992, on a lancé une grande mission de recherche sur 4 sites, Portus Magnus d'Alexandrie, Canop, Tonis et Héraklion. Or, le Portus Magnus d'Alexandrie, c'était, je dirais, relativement simple. Il y avait le port est d'Alexandrie, qui existe toujours. Il y a un grand port à l'ouest et un grand port à l'est. Dans ce grand port est, à la fin du 19e, existait encore un obélisque bien érigé, un obélisque par terre, qui était appelé les aiguilles de Cléopâtre et qui était juste sur le rivage. Et on savait que ces aiguilles de Cléopâtre étaient à l'entrée du grand temple au César, le fameux Césarium d'Alexandrie. Et après, c'était la mer. Donc, manifestement, le beau Portus Magnus avait été englouti sous les flots. C'était là relativement restreint. Nous avons fait une prospection géophysique sur 600 hectares. Et nous avons pu rendre très rapidement les plans de cet ancien Portus Magnus avec ses infrastructures portuaires, sa fameuse péninsule avec le Poséidium qui avait un temple de Poséidon, d'où partait, selon la description de Strabon, une digue, et à la fin de cette digue, une esplanade, à l'extrémité de cette digue, et il y avait construit sur une esplanade le Timonium, qui était un palais sanctuaire construit par Cléopâtre VII, la grande Cléopâtre, et Marc-Antoine pour se retirer du monde. Voilà, c'est là où ils ont vécu à la fin de leur aventure. Il y avait aussi une île royale qui s'appelait Antirodos, où Cléopâtre VII avait un palais, selon Strabon. Et en fait, nous avons retrouvé sous les sédiments le contour de ces terres émergées. Nous avons pu prouver ce contour en faisant des fouilles ponctuelles et puis identifier ensuite les différents sanctuaires en faisant des fouilles sur ces sites et en retrouvant des vestiges qui nous en apprenaient plus sur l'identité de ces sanctuaires. Et très rapidement, dès 1996, on a eu une idée assez bonne de la topographie du Portus Magnus. Et comme nous travaillons dessus tous les ans, maintenant on a une image très affinée du Portus Magnus qui était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait eu, selon les descriptions des auteurs antiques, des plans qui avaient été faits d'après ces descriptions. Et quand je regardais ces plans, en fait, ça m'amusait. Parce que si on vous demandait de faire un plan de Paris d'après des romans du 19e, vous arriveriez à un plan très bizarre de Paris. Et bien là, c'était un plan invraisemblable du Portus Magnus, où on voyait que les infrastructures portuaires, pour quiconque connaît un peu la mer, ne tiendraient pas un seul hiver avec les tempêtes. Enfin, ça n'avait ni queue ni tête. Et ce qu'on a retrouvé était en fait beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace
que ce qui avait été jamais imaginé sur ce Portus Magnus. Oui, donc du coup, là, on a une autre vision de l'Alexandrie de Cléopâtre, et j'imagine que de la navigation aussi. On a une autre idée, oui, de ce Portus Magnus, de ces infrastructures portuaires qui n'avaient rien à voir avec les infrastructures portuaires des autres ports existants dans l'Antiquité, y compris d'ailleurs des ports égyptiens. Les ports de l'Antiquité, c'était des boîtes un peu fermées par une petite digue. Là, nous avons de grandes digues qui se prolongent en mer, des brise-lames, enfin, un port moderne, mais construit dès la fin du IVe siècle avant notre ère par Alexandre le Grand et son successeur Ptolémée Soter. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait le comparer à un autre port du monde gréco-romain ? Non, on ne peut pas le comparer. Il est énorme par rapport aux autres ports. Les autres ports qui sont sur la côte du Levant ou en Grèce ou même le port d'Ostie n'ont rien à voir en taille. Et là, on est sur un port qui est 4 à 5 fois plus grand que ce qui est le port d'Ostie. Enfin, c'est gigantesque. C'était une machine de puissance militaire et économique. C'était le plus grand port du monde, c'est certain. Et est-ce qu'il y avait des quartiers? Est-ce qu'on a pu identifier comme ça des zones qui pouvaient être rattachées à une activité en particulier? Tout à fait. D'abord, les textes antiques, Strabon nous le décrit. Il dit à l'est, il y a les quartiers royaux. Il décrit les temples, la péninsule, le Timonéum, l'île d'Antirodos, les palais. Et puis il dit à l'est, il y a ce qu'on appelle les navalia, c'est-à-dire les chantiers navals, réparation, construction de bateaux. Il y avait aussi un chantier naval dans les quartiers royaux, qui étaient le chantier naval des vaisseaux de guerre des Ptolémées. Car les Ptolémées avaient mis en place une administration extraordinaire et industrielle de fabrication des vaisseaux. Ils pouvaient fabriquer une flotte en quelques mois. C'était assez extraordinaire. Eh bien, les fouilles ont illustré ce qui est décrit en fait par Strabon lors de son voyage. Et il a vécu 3 ans sur ce site. Donc, il connaissait très bien. Il a vécu 3 ans à Alexandrie, au Muséum d'Alexandrie. Donc, il connaissait bien la ville et sa topographie. Alors, quelles sont les typologies d'objets que vous avez pu découvrir, mettre au jour? Eh bien alors, bien sûr, sur les temples, les objets rituels, les statues de dieux. Vous avez un très beau groupe de statues qu'on a mis dans l'exposition, car c'est un prêtre qui porte l'Osiris, le fameux sous la forme d'Osiris Canope, gardé par 2 sphinx. On a retrouvé ce groupe de statues sur un petit temple à Isis, enfin un petit temple qui ne fait que 55 mètres de long, à Isis, sur l'île d'Antirodos, et c'était le temple de Cléopâtre VII, qui elle-même se considérait comme Isis, et qui était construit juste à côté du palais d'été qu'elle avait sur l'île d'Antirodos. On a retrouvé aussi des bijoux très importants dans les ports royaux, mais dans les ports, on a retrouvé des épaves antiques aussi. Et sur ces épaves antiques, on n'a pas tout retrouvé, car nous savons qu'il y a toute une flotte. Jules César a brûlé toute sa flotte, par exemple. On n'a pas encore retrouvé cette flotte qui est à un endroit d'accès très difficile au fond du port et avec une quantité de sédiments colossale dessus. Donc ça nous prendra un peu plus de temps. Et il y avait les chantiers navals. Alors là, on retrouve bien sûr toutes les structures de lancement, de fabrication. D'accord. Et donc Alexandrie a bien évidemment pris la vedette et la place de Tonis au niveau du rôle. Eh bien oui, voilà, c'est là où les villes sont liées par l'histoire. En fait, Tonis, qui était le grand port de l'Égypte sur la Méditerranée, était l'endroit obligatoire où toute marchandise entrant et sortant d'Égypte pour la Méditerranée devait passer. Et selon la stèle que vous avez en bas dans l'exposition, stèle datant du règne de Nectanebo Ier, en 378 avant notre ère, eh bien,
des taxes et des droits de douane étaient prélevés sur tout objet, tout objet manufacturé, matières premières, et 10% de ces droits de douane devaient être donnés à la déesse de Basse-Égypte. Enfin voilà, donc ça combinait la topographie, cette stèle combine la topographie, l'histoire commerciale et l'histoire religieuse, c'était très bon. Et Pharaon Nectanebo dit, et ces droits de douane et ces dons, ces droits de douane seront prélevés toujours à cet endroit, et ces dons devront être faits à la déesse de Basse-Égypte pour toujours à partir de ses profits. Or, quand Alexandre le Grand vient en Égypte, il décide de créer une autre ville, Héraklion. Il est venu, il a dû passer à Héraklion. Il a dû voir le temple de l'Amon-Guéreb, puisque c'était le temple de la continuité dynastique. Pour être pharaon, il fallait aller à ce temple. Donc, forcément, il connaissait, il était passé à Héraklion. Mais il a décidé de créer une autre ville, un autre port, qui serait la capitale d'Égypte, et ça a été Alexandrie. Et nous savons par les textes antiques, qui a été même plus loin que ça, il a ordonné que le commerce de Tonis soit transféré à Alexandrie pour lui donner une activité, parce que la nouvelle capitale n'avait aucune activité. Et donc, en faisant cela, il faisait quelque chose contraire à ce qu'avaient dit les pharaons avant. Non seulement ils enlevaient une richesse considérable au temple de Tonis, mais il le transférait à Héraklion. Donc le clergé de Tonis n'a pas été heureux du tout. Et ça s'est fait même de façon, selon les textes, pas très orthodoxe. Un envoyé est venu voir les prêtres de Tonis, leur a dit, si vous me donnez d'argent, Pharaon Alexandre ordonne que je transfère le commerce à la nouvelle capitale, mais si vous me donnez d'argent, on va pouvoir s'arranger. Alors les prêtres, bien sûr, ont payé. Et puis l'envoyé est revenu un mois après en disant « Merci pour l'argent que vous m'avez donné, mais il en faudrait plus, sinon je transfère le commerce. » Et ils n'ont pas pu donner l'argent. Donc le commerce a été transféré. Ça n'a pas été très glorieux. Voilà. Oui, et alors pourquoi Alexandre finalement n'a pas investi Tonis? C'est par, j'imagine, une ambition politique? Alors, oui, son précepteur... il lui avait enseigné qu'une grande capitale doit avoir une activité économique, mais devrait être un port, un grand emporium. Enfin, on connaît l'histoire. Mais aussi, Alexandre le Grand, étant venu à la fin du IVe siècle en Égypte, nous avons la preuve qu'à Tonis, il y avait eu déjà des catastrophes, et que des temples s'étaient déjà écroulés entre le 5e siècle avant notre ère et le début du 4e. Donc, peut-être qu'Alexandre le Grand a dit « Moi, je veux construire pour l'éternité ». Et en plus, bien sûr, il y avait l'idée politique et qui a bien sûr été une grande victoire, puisqu'aujourd'hui, on parle d'Alexandrie, on ne parle plus de la Tonis. Mais l'histoire est très étrange. C'est que quand nous allons, après avoir retrouvé et topographié le Portus Magnus en 1996, on s'est dit, c'est possible. Donc on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus grand. Où sont les villes de Canopes, Tonis et Héraklion? Et ces villes, elles étaient, d'après tous les écrits, à l'embouchure de la branche canopique du Nil, branche qui n'existe plus aujourd'hui. Mais on sait que cette branche canopique était à l'ouest de la branche actuelle de Rosette. Donc ça se trouvait à l'ouest de la baie d'Aboukir. Donc on a défini une zone très large à l'ouest de la baie d'Aboukir, et dès 1997, on a commencé notre prospection géophysique systématique sur 110 km². En combien de temps? Parce que quand vous en parlez, ça a l'air énorme. Ça a été des mois et des mois, 24 heures sur 24 de prospection, et on générait des centaines de cartes électroniques. Et en 1999, on a repéré à 2 km de la côte d'Aboukir
un gisement archéologique qui paraissait assez étendu. Enfin, on ne savait pas que c'était un gisement, mais il y avait des anomalies magnétiques qui montraient qu'il se passait quelque chose à cet endroit. Et on a commencé des fouilles en 99, et là, ça a été assez extraordinaire. Très vite, sous 2 mètres de sédiments, nous avons retrouvé les murs d'un grand temple que peu à peu nous avons dégagé, 103 mètres de long, et à l'intérieur de ce temple, nous avons retrouvé des vestiges. La tête, la grande tête que vous avez en bas du dieu Sérapis, nous étions sur le fameux Sérapéum, et donc nous étions à Canope. Et ça a été un grand moment de bonheur. Nous travaillions à ce moment-là avec Jean Yoyotte, notre grand égyptologue qui a disparu, bien sûr, malheureusement en 2009, qui était probablement le plus grand égyptologue depuis Champollion. C'était un cerveau, c'était quelque chose. Et il a travaillé 13 ans avec nous. Et quand on a découvert le Sérapéum, il était là. Et ça a été un grand moment de bonheur pour lui, parce qu'il a dit, mais je savais que tout ce qui avait été découvert à terre, à Aboukir, j'ai tout étudié. De tout ce qui a été découvert depuis le XVIIIe siècle entre Alexandrie et Aboukir, rien ne correspondait au Sérapéum. Donc j'étais certain que Canope n'avait jamais été découvert et que c'était probablement effectivement ailleurs. Ben, vous l'avez découvert. Et alors justement, vous parlez de Jean Yoyotte. Comment pourriez-vous raconter un petit peu comment vous avez travaillé avec lui, comment il vous a aidé ou guidé ou permis d'avancer? Là, ça a été très... bon, il y avait une connaissance extraordinaire du delta égyptien. C'était le grand spécialiste de la géographie historique du delta. Je pense qu'il savait tout ce qui avait été dit, écrit et même pensé sur le delta égyptien. C'était un cerveau extraordinaire. Et bien sûr, quand on a retrouvé les murs d'un temple de 103 mètres de long, murs larges de 3 mètres d'épaisseur, construit de blocs calcaires. C'était un téménos construit de calcaire. Il a dit, mais ça ne peut être qu'un grand temple. C'est le plus grand temple qui ait jamais été découvert entre Alexandrie et sur toute la côte égyptienne. Donc, c'est un grand temple. Et puis, très vite, on a retrouvé le fameux Osiris Canope, dont on parle dans les textes, qui est en bas, en vitrine. Et nous avons découvert la tête du dieu Sérapis, qui correspond à une statue colossale de 4 mètres. Bon, il a dit, on ne se pose plus de questions, nous sommes sur le Sérapéum. Et puis d'autres découvertes vont confirmer, bien sûr, cela. Donc, munis de ce succès, nous continuons à l'époque les prospections. Et c'est en 2001 que beaucoup plus loin en mer, à 7 km des côtes, nous avons localisé de grandes anomalies magnétiques. Et en 2001, on va commencer des fouilles sur ce site. À l'endroit, bien sûr, où ces anomalies magnétiques présentaient des alignements longs de 155 mètres de long. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Et donc, on a commencé des fouilles transversales à ces anomalies magnétiques. Et là, on découvre sous 1,20 m de sédiments des vestiges d'un mur de 3 mètres de large au centre de cette anomalie. Je dis, mais cette anomalie est continue sur 155 mètres. Voyons qu'est-ce qu'il y a à 70 mètres à l'est, le mur, à 70 mètres à l'ouest, le mur. Nous étions sur un mur de 155 mètres de long. On se projette au nord sur une anomalie magnétique de la même longueur et parallèle à la première, un autre mur. À partir de ce moment-là, j'ai dit, ben, on est sur un temple, on est sur le téménos d'un temple. Donc si on est sur le téménos d'un temple, et c'était dès la première semaine, allons au centre. On sait bien comment était construit les temples égyptiens, on connaît le schéma. Et là où devait être le centre du temple, on commence une fouille, sable, et puis ensuite argile dure, rien. Et sous 60 cm d'argile dure, un monument apparaît. C'est une pointe de granit rose, un pyramidon. On creuse, et puis apparaît ce qu'on appelle un naos, une chapelle monolithe de granit rose. Le chapelle, le naos, c'est le centre, c'est le sein du temple. Donc on était juste dans le sein du temple. Et
Sous l'eau, on voit que la face avant de ce naos, qui est en bas dans l'exposition, porte des inscriptions. Alors on en fait impossible à lire sous l'eau. À l'époque, on se dit, est-ce qu'on relève ce monument tout de suite? Mais je craignais, je disais non, on ne va pas le relever. Laissons-le in situ. Et on va faire des moules de silicone et on va les lire. Et on a fait des moules de silicone. Et le professeur Yoyote n'était pas là, donc on envoie les photos en lumière rasante de ces inscriptions qu'on avait moulées sur la face avant. Et du Collège de France, il nous appelle et il nous dit, vous êtes sur la ville d'Héraklion. Pourquoi? Eh bien, au XIXe siècle, en 1881, le grand Maspero découvre une stèle qu'on appelle la stèle du décret de Canope. Et c'est une stèle qui aurait bien facilité d'ailleurs la vie à Champollion s'il l'avait eu, qui est presque parfaite, écrite en grec, en démotique, en hiéroglyphe, en grec, en hiéroglyphe, en démotique et en grec. Et dans la version en hiéroglyphe, il est écrit que tous les ans, lors de la célébration des mystères d'Osiris, le dieu sort de son temple de l'Amon-Guéreb pour aller en procession nautique jusqu'à son sanctuaire de la ville de Canope. Ça, c'est en hiéroglyphe. On savait, par des études déjà faites, que ce qu'on appelait le temple de l'Amon-Guéreb était le temple de la continuité dynastique. C'était le temple où le dieu suprême du panthéon égyptien donnait au nouveau pharaon les titres de son pouvoir de souverain universel. Donc, ça a intéressé énormément les historiens qui se sont reportés tout de suite à la version grecque pour voir comment c'était traduit. Eh bien, la traduction, c'était quand le dieu Osiris sort du grand temple de la ville d'Héraklion. Donc, depuis le XIXe siècle, depuis 1881, on savait qu'Héraklion, c'était la ville qui possédait le temple de la continuité dynastique. Et quand nous avons retrouvé ce naos, le professeur Yoyote a lu sur les inscriptions de ce naos, je suis le temple de l'Amon-Guéreb. Et donc, nous étions dans le temple de l'Amon-Guéreb, nous avions trouvé la ville d'Héraklion. Et le lien avec la ville de Tonis? Eh bien, le lien avec la ville de Tonis s'est fait une semaine après. Tout content d'avoir identifié la ville d'Héraklion, nous avons commencé des fouilles au nord de ce temple, où on a découvert d'ailleurs un temple extraordinaire, de richesse fabuleuse, qui était le temple du fils d'Amon, Khonsu. Alors Amon, c'était Zeus pour les Égyptiens, et Khonsu, c'était Héraclès. Et c'est parce qu'il y avait ce temple de Khonsu que les Grecs avaient appelé cette ville la ville d'Héraclès, la ville d'Héraklion. Eh bien, en continuant les fouilles au nord de ce temple, nous découvrons sous un mur une stèle intacte de diorite noire qui est en bas. Cette stèle est inouïe, d'abord par sa beauté, par son importance historique. Alors, elle dit que le pharaon Nectanebo, à la première année de son règne, nous sommes en 378 avant notre ère, vient dans ces lieux, ordonne que sur ce lieu qui est situé à la bouche de la mer des Grecs, c'est-à-dire à l'embouchure du Nil, toutes les marchandises qui entreront et sortiront d'Égypte devront passer, devront payer des droits de douane. Ensuite, il dit que 10% de ces droits de douane seront donnés à la déesse qui a protégé et qui a fait en sorte qu'il soit 8 pharaons d'Égypte, la déesse Net, qui était associée d'ailleurs à Athéna par les Grecs. Et à la fin de la stèle, il dit, stèle que nous avons retrouvée cachée sous un mur, donc bien in situ, à la fin de la stèle, Pharaon parle, il dit, et j'ordonne que cette stèle soit érigée à la bouche de la mer des Grecs dans la ville de Tonis. Nous savions que nous étions à Héraklion et nous avions la preuve que nous étions aussi à Tonis. Il fallait qu'on arrête nos recherches
Tonis et Héraklion, c'était la même ville. Héraklion était le nom grec de la ville, Tonis était le nom égyptien. Et en retrouvant cette stèle, on a résolu une énigme vieille de 2000 ans, car Strabon, qui en 25 avant notre ère va visiter les lieux, parlait que jadis existait, non loin de là, une ville de Tonis. Il était à Tonis, il ne le savait pas. Oui, parce que finalement, on est dans le périmètre tardif, donc on est l'époque ptolémaïque, mais cette ville de Tonis existait avant l'époque ptolémaïque. Bien sûr. La ville de Tonis, maintenant que nous fouillons depuis 2001, a révélé un peu de ses mystères, pas beaucoup. Mais on sait qu'elle existait en tout cas déjà au 7e siècle avant notre ère. Nous avons retrouvé des plaques en bronze, dont notamment une plaque avec le cartouche du pharaon psamétique, et que donc cette ville, d'ailleurs, puisque nous savions que Tonis c'est Héraklion et Héraklion c'est Tonis, ce que disait Hérodote au 5e siècle avant notre ère, c'était aussi à Tonis. Donc il y avait un grand temple où il est rentré, grand temple où les esclaves du roi Ménélas se seraient réfugiés. Or, le grand temple que nous avons découvert, en fait, nous avons la preuve, a été fondé au tout début du 4e siècle avant notre ère. Donc il y avait quand même un mystère. Je me disais, mais ce grand temple, c'est pas le temple qu'a vu Hérodote. Il y a encore un autre temple. Eh bien, je pense que cette année, nous l'avons découvert. Il était plus au nord, mais sous 2,5 mètres de sable. Et là, il y a des vestiges d'un monument extraordinaire que nous allons fouiller dans les années à venir, mais ça va être assez étonnant. Alors, quels sont les indices qui vous permettent de dire que c'est ce temple qu'Hérodote a vu? Eh bien, le seul indice, c'est que nous sommes en présence au nord de la ville, avec un monument qui est aussi grand que celui que nous avons découvert au sud, qui fait 155 mètres de long. Mais dans tout ce secteur, un peu plus au sud, nous avions fait des fouilles et nous avions trouvé que des objets antérieurs à l'époque ptolémaïque et antérieurs au début aussi du 4e siècle avant notre ère, donc bien antérieurs aux vestiges, aux sanctuaires et aux temples que nous avons découverts vers le sud. Mais il faut dire que depuis la découverte de Tonis Héraklion, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, elle a ces deux noms, comme nous savions que c'était un grand emporium, nous avons été voir aussi à côté de ces sanctuaires et nous avons affiné la topographie, le plan de cette ville. Alors c'était une ville extraordinaire, c'était une genre de Venise. C'était une ville avec des îles, des îlots, des canaux, un grand lac. Sur les îles, des grands sanctuaires, sur les îlots, des petits temples. Mais il y avait aussi des bassins portuaires. Alors des bassins portuaires, pas du tout, nous ne sommes pas du tout dans un port tel qu'à Alexandrie. Là, nous sommes dans un port pharaonique qui date au moins du 5e avant. Et donc, la conception des ports est complètement différente. Ce sont des bassins complètement fermés à l'intérieur des terres. Ce n'est pas du tout l'ingénierie du port d'Alexandrie. Et nous avons retrouvé de nombreux bassins portuaires. Et dans ces bassins portuaires, des centaines, nous en sommes à 779 ancres antiques. Mais quand nous déjà retrouvées, mais pour une ancre antique retrouvée, je dirais, entre guillemets, à la surface, recouverte de sédiments, mais il faut compter 2,5 ancres. Donc nous avons des milliers d'ancres antiques qui illustrent la puissance du commerce à cette époque-là, mais nous avons découvert aussi à ce jour 69 épaves antiques sans les chercher. À chaque fois que nous faisons un test d'une fouille, aller dans un bassin portuaire et de nouveau une épave, et quand nous fouillons une épave, nous en trouvons deux autres à côté. Enfin, donc, ça montre la puissance de ce port qui a fonctionné pendant des centaines d'années et qui était le port, le grand emporium de l'Égypte sur la Méditerranée avant la fondation d'Alexandrie. Et alors, que peuvent raconter ces épaves, aussi bien sur le commerce que sur la construction navale? Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut toujours se reporter aux textes anciens.
Hérodote, qui lui était venu de la région, disait « Ah, les Égyptiens, ils sont puissants, ils ont une marine puissante, ils ont une construction navale tout à fait spéciale. » Certains historiens ont dit que les Égyptiens n'étaient pas un peuple de la mer, pas du tout, qu'ils n'avaient pas de flotte, etc., que tout ça c'était de l'imagination d'Hérodote. Eh bien non, pas du tout. Hérodote avait 100 fois raison. D'abord, pour que les Égyptiens ne soient pas un peuple ayant une flotte, on se demande comment ils avaient vaincu les peuples de la mer, hein, s'ils n'avaient pas eu de flotte. Donc on aurait pu déjà se poser cette question, déjà du XIIe siècle avant. Bon. Mais 69 épaves, on en a choisi une, c'était un numéro 43 parce qu'elle était bien placée là, et on l'a fouillée. On en a fait ses plans d'architecture navale, et ce que dit Hérodote est vérifié 100%. La façon dont il construit, il dit, les Égyptiens construisaient les bateaux avec comme des briques de bois d'une à 2 coudées, et on ne voit pas de membrure, etc. Alors, les gens, c'est n'importe quoi, comment un bateau sans membrure, etc. Ça ne peut pas exister. Eh bien oui, ça existe. Et c'est le bateau qu'on a fouillé fait plus de 30 mètres de long. C'est quand même une belle unité. Il est construit effectivement entre guillemets, de briques de bois de 1 à 2 coudées, c'est-à-dire entre 55 cm et 53 cm et 1,10 m. Et il n'a pas de membrure. Pas de membrure apparente. En fait, les membrures sont intérieures. Des tasseaux, en fait, intérieurs, relient toutes les bordées par l'intérieur. Et c'est extraordinaire parce que c'est une conception égyptienne. Vos côtes sont à l'intérieur de votre corps. Et bien là, les côtes du navire étaient à l'intérieur du corps du navire. Révolution, on n'avait jamais trouvé de ce type de bateau et ce type de construction navale. Donc ça a fait grand bruit quand nous avons découvert et étudié ce bateau. Mais on en étudie maintenant un autre. On fait tous ces travaux avec le centre que j'ai cofondé à Oxford, à l'université d'Oxford, Oxford Center for Maritime Archaeology. Et on fouille maintenant le numéro 13, construit pareil. Et on a trouvé d'autres types de bateaux aussi. Et ça concerne notre exposition. Il y avait ce grand temple d'Amon-Guéreb, temple de la continuité dynastique. Il y avait au nord de ce temple un canal sacré, très important, et qu'on a pu identifier parfaitement par les donations à ce canal, par les dépôts votifs. Et dans ce canal, d'autres épaves. Et une était intrigante. Elle était coulée, elle était perpendiculaire au canal, comme ça. À sa poupe, au nord du canal, un oratoire à Osiris. À sa proue, sur la berge sud du canal, un autre oratoire avec des petites statuettes d'Osiris. Bizarre. Et donc, j'ai dit, on va faire la fouille de cette épave qui ne me paraît pas très grande, parce que ça paraissait, les bois étaient fins, enfin, très bien faite. Première constatation, alors que les autres épaves sont faites d'acacia, celle-ci est faite de sycomore. Or, le sycomore, ça parle aux Égyptiens. Le sycomore, il est mentionné dès les textes des pyramides comme arbre de vie. Et le sycomore, ce sont aussi les entrailles de Nout, mère d'Osiris. Et quand vous avez des représentations d'Osiris en bois, comme ceux qui sont dans notre exposition, et bois et du sycomore. Donc, nous faisons la fouille de cette épave, 10,50 m de long, une merveille de construction nautique. Mais comme une maquette, c'est extraordinaire de précision. Vous avez certains bois qui font 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment comme une maquette. Très étrange.
tellement étrange que je dis, mais faisons quand même une fouille pour connaître le contexte. Et là, à notre surprise, on voit, d'abord on constate que l'épave, enfin que ce bateau a été coulé volontairement. Une épave en sycomore coulée volontairement entre deux oratoires d'Osiris dans le canaille sacré. Ça commence. Eh bien, en faisant la fouille autour de cette épave, qu'est-ce que nous trouvons? Des plats offrandes avec des offrandes. Et entre chaque plat offrande, un instrument rituel de bronze. Or, cet instrument rituel de bronze, nous le connaissons bien. Il est mentionné, il est même représenté sur les chapelles osiriennes de Dendera. C'est ce qu'on appelle la grande réunisseuse. C'est une grande louche en bronze, comme cela. Et entre chaque plat offrande, nous allons découvrir une raïmet, une grande réunisseuse. Et nous allons en découvrir 7. Eh bien, 7, ce n'est pas un nombre au hasard. Pendant la cérémonie des mystères d'Osiris, il y avait la fabrication de 2 statuettes, Osiris Végétans et Osiris Socaris. Et le prêtre initié dans le secret du temple, dans le sein du temple, fabriquait ces 2 statuettes. Or, pour la fabrication de l'Osiris Socaris, à un moment, il est mentionné que la pâte qui allait être faite avec des pierres précieuses pilées, de limon du lac sacré, etc., allait être mise sous forme d'œuf, et que cet œuf allait être mis dans un vase en argent sur les genoux d'une statue de Nout, mère du dieu, pour qu'elle engendre le nouvel Osiris, pour qu'elle féconde cet œuf. Et le texte égyptien qui est inscrit sur les chapelles de Dendera dit: cet œuf devra rester sur les genoux de Mout 7 jours. Et le texte dit: chaque jour est pour un mois, le sycomore est pour Mout, car cet œuf devait être mis entre des branches de sycomore sur les genoux de la déesse. Chaque jour est pour un mois. Oui, Osiris était resté, selon les écrits, 7 mois dans le sein de sa mère. Et là, nous retrouvons 7 louches qui entourent cette barque que vous pouvez voir en bas de l'exposition. C'était la fameuse barque divine, celle qui transportait le dieu lors de cette procession nautique mentionnée par la stèle du décret de Canope, trouvée par Maspero, quand le dieu sortait du temple d'Hérakléon pour aller en procession nautique jusqu'à son sanctuaire de Canope, où les statuettes allaient être jetées dans l'eau du lac sacré, l'eau du lac sacré étant les humeurs du dieu. Donc, nous sommes en présence d'une barque divine, la fameuse Sekhmé du temple. Il doit y en avoir d'autres, je vois où elles peuvent être. Et une fois qu'elles étaient utilisées, comme elles étaient sacrées, comme le dieu les avait touchées, elles ne pouvaient pas, bien sûr, être réutilisées ni jetées, et donc elles étaient mises en offrande dans le canaille sacré. Eh bien, ce canaille sacré, on va voir qu'il se prolonge vers l'ouest. Il se prolonge tellement vers l'ouest qu'il rejoint la ville de Canope et le grand temple de Sérapis. Eh bien, non seulement donc il y avait un lac sacré, mais il y avait ce canal, et ce canal, en fait, et cette cérémonie crée un lien mystique entre la ville de Tonis Hérakléon et la ville de Canope. Eh bien, c'est ce canal qui va être prolongé quand Alexandrie va être fondée, vers l'ouest, jusqu'à la ville d'Alexandrie, et ça va être le fameux canal canopique. Mais il existait avant qu'Alexandrie existe. Donc finalement, avec cette découverte, vous permettez de développer la compréhension de ces mystères d'Osiris, parce que finalement, beaucoup de choses permettent d'éclairer autrement ces mystères. Ben oui, la découverte, en fait, de ces sites illustre les textes antiques et parfois les complète. Alors, par exemple, un cas, l'illustration, Hérodote qui décrit la construction navale, oui, c'est vrai. Tout ce qu'on dit, on a pu dire que c'était faux, etc. Non, c'était parfaitement vrai. Ça illustre.
qu'il y a ce du décret de Canope qui parle d'une procession nautique. Certains savants disaient, bon, entre Yavid des Canopes et Yavid des Rakélions, une procession nautique, on imagine que des prêtres portaient Osiris sur la barque divine à dos d'homme, comme ça. Eh bien non, c'était une vraie procession nautique, puisqu'on a retrouvé le canal, et dans le canal, la barque. Donc on voit qu'il y avait les textes antiques sont très, très précis. Mais parfois, on en trouve plus que ce qui est dit dans les textes antiques. Au fond de ce canal, on a retrouvé des bien étranges objets. Ce sont des maquettes de plans de cette barque que nous avons retrouvée. Et ces dépôts votifs sacralisaient le parcours divin, mais personne ne le savait. Seuls les prêtres avaient sacralisé, avaient protégé le parcours divin. Il fallait protéger le Dieu. Eh bien, ces barques que vous pouvez voir en bas dans l'exposition, elles n'avaient jamais été découvertes, ni même mentionnées dans les textes. C'est un fait archéologique, on retrouve ces barques tout le long du parcours. Ah oui, le parcours était balisé, mais aucun texte n'en parle. Donc on en sait plus que ce qui est dit dans les textes parfois. Alors, cette cérémonie se déroule au mois de Khoiak, du 12 au 30 du mois de Khoiak. La crue du Nil va se retirer pour laisser place à une terre chargée en limon pour l'agriculture. Donc, est-ce que vous pourriez justement expliquer en quoi finalement, quel était l'enjeu de ces mystères, de cette cérémonie? L'enjeu des mystères d'Osiris est considérable. Je rappelle très vite la légende osirienne, roi mythique qui a hérité de l'Égypte fertile, apporte aux hommes la civilisation, leur apprend l'agriculture, leur apporte les lois, leur enseigne comment honorer les dieux. Ce dieu civilisateur, ce roi mythique civilisateur, a un frère, Seth, qui lui a hérité de l'Égypte aride, des déserts. Et Seth est jaloux d'Osiris, et il va commettre le meurtre de son frère et son démembrement en 14 fragments qu'il va éparpiller, pour pas qu'on puisse recomposer, qu'on puisse sauver ce roi, ce dieu. Mais Osiris est marié à sa sœur, Isis. Isis, au grand pouvoir magique, elle retrouve les 14 fragments, elle les réunit, elle recompose la forme d'un corps avec ces fragments en fabriquant la première momie. Et grâce à sa puissance magique, elle peut redonner vie à son mari frère pour pouvoir engendrer avec lui un fils, Horus. Horus qui, jeune, va être pourchassé bien sûr par Seth parce que c'est héritier légitime, et il va pouvoir en réchapper, il va grandir, et ensuite, devenu grand, il va s'affronter à Seth et aux forces du mal, il va en être vainqueur, et il va prendre l'Égypte en héritage, et Osiris va aller dans l'au-delà et devenir maître de l'au-delà. C'est la victoire du bien sur le mal, mais le mal n'est jamais éradiqué complètement. C'est la victoire de l'amour sur la mort. Eh bien, cette cérémonie était commémorée, revécue, perpétuée tous les ans, dans tous les grands temples d'Égypte, du 12 au 30 Khoiak, par Pharaon lui-même. Alors Pharaon ne pouvait pas être partout au même moment. Donc il déléguait ses pouvoirs à des prêtres initiés, qui étaient les prêtres d'Osiris, grands initiés au mystère. Et ces prêtres, et Pharaon, représentant Pharaon, donc Pharaon, allaient célébrer la recomposition, d'abord le meurtre du dieu, son démembrement, Osiris, qui était son père. C'est la recomposition de son corps, sa renaissance, qui était la sienne. Et cela pour 3 raisons principales. Pour assurer la continuité dynastique,
pour assurer ordre et stabilité au cosmos et pour assurer la régénérescence de la végétation annuelle apportée par les crues fécondes du Nil avec ses limons fertiles. Et donc, tous les ans, ces cérémonies allaient être célébrées dans l'endroit dans le secret des temples, durant toute la période, bien sûr, de l'histoire égyptienne. Voilà, donc c'était des cérémonies initiatiques, secrètes, tellement secrètes d'ailleurs que les prêtres d'Osiris ne pouvaient même pas prononcer le nom du dieu. Osiris est le dieu dont on ne peut prononcer le nom. Voilà. D'accord. Et donc, lors de ces cérémonies, donc, diverses statuettes sont façonnées. Donc, Alors oui, ça, on a une connaissance de ce qui se faisait pendant ces cérémonies, parce que sur les murs de certaines chapelles et dans certaines tombes, il y a des inscriptions, des représentations, les plus belles, enfin les plus complètes peut-être étant sur les chapelles osiriennes de Dendera. Du temple de Dendera, vous avez des chapelles osiriennes en très bon état. Alors évidemment, dans l'Antiquité, seuls les prêtres pouvaient voir ce qui était représenté sur ces murs. Et sur ces murs, alors le temple de Dendera est un temple récent. Hein. Il a commencé à être construit pendant la fin de la période ptolémaïque. Et sont représentés aussi des scènes provenant de 3 textes. Alors ce sont des textes plus ou moins complets, il y a des manques, mais ce sont des véritables, entre guillemets, modes d'emploi qui décrivent parfois jour par jour, parfois heure par heure, ce qui se passe, avec certaines contradictions d'ailleurs entre certains textes, ce qui se passe pendant la célébration de ces mystères. Donc, en résumé, les prêtres dans le secret des temples, les prêtres initiés, ritualistes avec ses aides, fabriquaient 2 types de statuettes, l'Osiris végétans et l'Osiris socaris. L'Osiris végétans, l'Osiris végétal, était composé de limon du Nil mêlés avec des grains d'orge. Cette pâte était répartie dans 2 demi-moules en or d'une coudée qui allait être disposée dans une cuve jardin que nous avons retrouvée dans le temple de la Monguéreb, puisque toujours, selon le décret, la stèle du décret de Canope, nous savons que c'est dans ce temple qu'était célébré les mystères d'Osiris dans cette région. Eh bien, nous avons retrouvé cette cuve jardin de granit rose. Ces 2 demi-moules en or étaient mis entre des clés de roseau. Le prêtre allait faire des libations, donc arroser de façon vulgaire, qu'on pourrait dire, cette pâte répartie dans les 2 demi-moules en or. Au bout de 11 jours, le grain allait germer. Le prêtre allait ensuite donc réunir les 2 silhouettes du dieu, ces 2 moules en or étant à l'effigie du dieu Osiris momifié. Donc, au bout de 11 jours, le grain germe. Le prêtre allait réunir les 2 silhouettes avec des liens de papyrus, allait ensuite envelopper cette statuette avec des bandes de lin pour en faire une momie, bandes de lin faites avec du lin, cultivée dans un champ sacré selon des rites parfaitement décrits. Et ensuite, cette statuette allait être ensoleillée au sommet du temple sur un socle en or. Et puis, cette statuette allait devoir faire une procession nautique autour du temple, qui était le temple de la Monguéreb, protégé sur une barque de papyrus d'une longueur déterminée, protégé de 33 autres dieux, sur des barques aussi de papyrus, avec 365 lampes éclairant la scène. Cette procession nautique, ce parcours nautique étant nécessaire pour que le dieu ensuite puisse pénétrer dans l'au-delà. Pendant ce temps, le prêtre fabriquait une autre statuette qui était l'Osiris socaris, peut-être encore plus mystérieuse, qui était faite de pierres précieuses pilées, de limon du Nil, de dattes, de pâte de dattes,
d'onguents, de parfums, que le prêtre allait malaxer. D'abord, le prêtre allait réunir ces matières avec la fameuse grande réunisseuse, cette louche de bronze dont nous avons retrouvé 110 exemplaires à Tony-Serra-Keillon. Pour vous donner une idée, il y en a, je crois, 18 au musée du Caire, retrouvés dans toute Égypte, dans toutes les fouilles. Et donc, cette matière étant réunie avec cette raïmette, il allait la malaxer, la mettre sous forme d'œuf. Il allait mettre cet œuf dans un bol en argent entre des feuillages de sycomore, sur le genou de la déesse Nout, pour que cet œuf soit fécondé. Ensuite, il allait répartir cette matière dans 2 demi-moules en or à effigie d'Osiris momifié. Force prière, libation, fumigation. Et puis, ensuite, il allait réunir les 2 silhouettes du dieu, les envelopper de bandages de lin, les ensoleiller au sommet du temple. Et ensuite, il allait décorer ces 2 statuettes, Osiris sous sa forme végétale et Osiris sous sa forme solaire. Ensuite, il allait disposer ces 2 statuettes dans 2 sarcophages en bois de sycomore à l'effigie du fils d'Osiris, à l'effigie d'Horus. Et il devait substituer dans un endroit tenu secret dans le temple, qui s'appelait le tombeau supérieur, les statuettes de l'année précédente par ces nouvelles statuettes régénérées. Au moment de cette substitution, quand il a enlevé les 2 sarcophages de sycomore de l'année précédente, bien sûr, c'était probablement un moment de grand danger sur Égypte. Il y avait, je pense, des prières, des exécrations du mal et des sacrifices d'animaux sétiens, surtout le pourtour du temple. Nous avons retrouvé, surtout le pourtour du temple de la Monguereb, à Tony-Serra-Keillon, des quantités énormes d'ossements d'animaux sacrifiés. Et il allait donc substituer 2 statuettes de l'année précédente par les statuettes de l'année. Et puis, le soir, à la nuit tombée, il devait sortir du temple pour amener ces 2 sarcophages de sycomore de l'année précédente dans le tombeau d'Osiris, ce lieu tenu secret, donc il est mentionné, qu'il ne devait pas savoir où il était, il devait aller à droite, à gauche, errer, puis trouver le tombeau par hasard, mettre ces 2 sarcophages, le dieu dans ces 2 sarcophages, les 2 sarcophages avec le dieu dans ce tombeau, et puis s'en aller. On sait qu'à Tony-Serra-Keillon, d'après la statue du décret de Cadop, les choses se passaient de façon spéciale. Le dieu sortait en procession de son temple de la Monguereb, dans sa barque divine, pour aller jusqu'au sanctuaire d'Osiris, qui était le sanctuaire d'Osiris Sérapis, ce dernier état du sanctuaire à Canop, où il était probablement jeté dans l'eau du canaille sacré. Voilà. Et donc, on a retrouvé les instruments rituels, les monuments qui ont participé à ces célébrations des mystères et qui illustrent une des cérémonies les plus secrètes, les plus initiatiques de l'Égypte antique. Mais j'imagine que, vu le contexte aquatique, vous n'avez pas pu retrouver d'Osiris végétans ? Bien, pour le moment, non. Vous savez, on ne cherche pas les choses. On est, pendant les fouilles, mis en présence de faits qu'il faut interpréter. Peut-être les retrouverons-nous, peut-être les retrouverons-nous pas, je ne sais pas. On verra. Oui, donc dans l'exposition, vous avez donc dû faire un choix parmi les collections des musées égyptiens pour compléter certains justement, vous parlez d'Osiris végétans, on en a mis un. Il y a au musée du Caire 5 Osiris végétans. Les Égyptiens, très gentiment, nous ont prêté le plus beau. Il est en bas, et au-dessus de cet Osiris végétans, qui est dans son sarcophage de sycomore à l'effigie d'Horus, nous avons disposé une extraordinaire statue du réveil, de la renaissance d'Osiris, avec sa couronne de l'élévation qui est en bronze, en électrum et en or. Donc vos fouilles permettent donc d'avoir une nouvelle lecture de ces mystères. Et qu'est-ce
quelle autre lecture peut-on avoir de l'archéologie grâce à vos fouilles archéologiques? En fait, les fouilles, encore une fois, il ne faut pas chercher des choses particulières. Nous faisons des fouilles systématiques à certains endroits très précis. On a une préconnaissance de ce qu'on peut trouver grâce à nos prospections électroniques. Et puis on est mis en face de faits qu'il faut étudier, qu'il faut interpréter. Et quand nous trouvons des objets, ben, nous les restaurons, nous les stabilisons. Nous les étudions et nous les publions. Donc nous faisons des publications à l'Oxford Center for Maritime Archaeology, qui sont des publications scientifiques, et puis nous faisons des publications grand public, des films, pour que ça soit accessible à tout public. Peut-être peut-on expliquer un petit peu comment ça se passe une fois que les objets sont sortis des eaux, puisque les objets sont fragilisés, ils sont restés pendant plusieurs milliers d'années donc dans un milieu stable. Une fois que vous les sortez de l'eau, vous avez certaines actions à mener pour les préserver. Oui, alors ça, quand nous trouvons un objet, très souvent on fait, quand c'est un objet assez important, un nettoyage préliminaire au fond, parce que sinon on ne sait pas ce que c'est. Alors là, on découvre une tête de pharaon, bon, bah, cet objet va être remonté à la surface. Ou une statuette, alors là on ne fait pas un nettoyage préliminaire, mais on voit bien un objet de bronze, on voit les silhouettes très souvent, du dieu Osiris par exemple. Donc l'objet est remonté, après bien sûr qu'on ait pris sa position, sa direction, son inclinaison, sa position exacte, et dès que cet objet arrive sur le pont, nous n'avons plus le droit d'y toucher. La restauratrice conservateur s'en empare, c'est dans ses mains, on n'y touche plus. Elle fait les premiers nettoyages, les premiers bains de dessalement, les premières actions de stabilisation des corrosions. Et puis, dès que l'objet est dégagé, on en prend des photos, on les mesure, on le rentre dans les bases de données. Et puis après, la préservation, conservation ou restauration continue dans les laboratoires du musée maritime d'Alexandrie, où nous avons des laboratoires et des équipes. D'accord, très bien. Et donc, de toute façon, d'où après la sélection et après l'exposition que vous menez, qui sera, donc on peut peut-être l'évoquer, présentée au British Museum. Oui, alors effectivement, cette exposition, mais je vais quand même en terminer avec nos sites. Encore une fois, ce qui est très bizarre, c'est que les fouilles ont révélé aussi bien à Tony Serrakeyon qu'à Canop, que dans le Portus Magnus d'Alexandrie. Le dernier objet sur ces 3 sites que nous avons retrouvés sont des pièces en or de l'ère islamique datant entre 700 et 783. Et donc, ces 3 sites ont certainement disparu le même jour, à la même heure, par le même cataclysme. Alors, c'est une revanche pour la ville de Tony Serrakeyon, parce que la ville de Tony Serrakeyon, elle a été frappée, bien sûr, on lui a pris son commerce pour la donner à Alexandrie, sous ordre d'Alexandre le Grand. Elle est restée puissante, car elle avait le temple de la Monguéreb, temple de la continuité dynastique, où Pharaon devait venir. Mais on a la preuve que ce temple a été détruit à la fin du IIe siècle avant notre ère, et là, la ville a été abandonnée, il n'y a pas de vestiges romains. C'est terminé, on n'a plus rien. Ce n'est que 5 siècles après que les Byzantins se sont réinstallés sur ces îlots où il devait y avoir des temples détruits, là. Et les textes disent qu'ils ont fondé un petit temple de nonnes. Le petit temple de nonnes, nous l'avons retrouvé. Ils ont en fait réutilisé un grand temple égyptien qui fait plus de 80 mètres de long. Et nous avons retrouvé de nombreuses pièces d'or byzantines et islamiques. Et c'est là où on a vu que cette ville a été complètement détruite au 8e siècle. Mais un texte très étonnant de Sophrone de Jérusalem, qui vivait à Canop, dit
et qui décrit tous les mystères qui ont lieu à Canope, tous les miracles qui ont lieu à Canope dans un certain monastère que les Byzantins avaient construit sur les ruines du grand temple de Sérapis qu'ils avaient eux-mêmes détruit. Et ils disent il y a eu un mystère d'un maréchal ferrant qui vient du petit village d'Hérakléon. Et nous sommes là au 7e siècle. Hérakléon n'était plus qu'un petit village. Alors qu'Alexandrie, bien sûr, vivait encore et que Canope était encore là. Eh bien, Tonis Hérakléon, le petit village, a disparu le même jour que le grand Portus Magnus d'Alexandrie, qui avait ôté sa puissance économique et financière. Voilà. Et que vous nous a fait revivre aujourd'hui. Voilà. Peut-être pourrait-on poursuivre simplement avec quelques questions dans la salle avant que Franck Gaudieu propose éventuellement une signature du catalogue de l'exposition juste à la sortie pour ceux qui seraient intéressés. Donc est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Est-ce que je peux poser la question en anglais? Yeah. I would like to know if I would like to know if you have kept some monument in Alexandria, and exactly where, because I know the museum of Alexandria is closed, so I wonder which museum, where can we find the object that we Yes. have? Ah, oui, alors on a en plus, on a 293 objets dans l'exposition, 250 procèdent des fouilles sous-marines, 43 viennent des musées égyptiens, dont certains des musées d'Alexandrie. Alors vous avez le musée des antiquités de la Bibliotheca Alexandrina d'Alexandrie, où vous avez le très bel Osiris de bois de sycomore, par exemple, qui vient de cette de ces musées. Et il y a des objets qui proviennent de l'ancien musée gréco-romain, qui a été démantelé maintenant pour des travaux de rénovation et qui avait été mis dans un entrepôt non loin d'Alexandrie. Et vous avez là, par exemple, le très beau taureau noir, Apis, qui est la belle statue de l'Alexandrie, qui était la gloire de ce musée gréco-romain, qui est en bas, qui a été restauré et qui est en bas. C'est le fameux bœuf Apis, Osiris, grand taureau noir, qui a été offert par l'empereur Hadrien, qui était pharaon d'Égypte, au grand Sérapéum d'Alexandrie. Right. Just to precise, where is the Marine Museum of Alexandria? Where can I find it? Le musée de marins. Ah, le Maritime Museum. Non, le musée maritime d'Alexandrie n'est pas un musée qui est ouvert, ça a le titre de musée maritime d'Alexandrie, mais ce n'est pas ouvert au public. Hein. C'est un musée qui a des collections et dans le sein duquel nous avons des laboratoires de traitement, de conservation et où nous avons aussi nos entrepôts de fouilles. Mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler un musée ouvert au public. Là, vous avez indiqué que la couche de sédiments était d'environ entre 7 et 10 mètres. Pensez-vous que la qualité des sédiments alluvionnaires en provenance du Nil ont protégé d'une façon plus efficace les merveilles que vous avez trouvées? Alors, il y a sur nos sites de Tonis Hérakléon et de Canope entre 8 mètres et 4 mètres d'eau. Ensuite, donc à une profondeur de 8 mètres ou de 4 mètres, nous avons ensuite le sédiment et les objets se trouvent sous le sédiment. Alors, les sédiments, aux endroits où il est moins épais, il est d'une 50aine de centimètres. Et à certains endroits où il est le plus épais, dans les bassins portuaires, dans les canaux, on peut atteindre 4 à 5 mètres de sédiments avec de nombreuses strates. Alors ces sédiments, au départ, vous avez un sable grossier avec des fragments,
de calcaire. Enfin, tout ça, c'est des sédiments qui bougent. Ensuite, vous avez une couche de sable vaseux qui est une première couche archéologique, et ensuite vous avez des strates dont certaines sont faites d'argile compacte qu'il nous faut couper au couteau, tellement elle est dure. Hein. Et ça peut descendre comme ça sur des mètres et des mètres. Et c'est cette argile particulièrement qui, effectivement, a protégé de façon extraordinaire certains artefacts. Et parfois, nous retrouvons des statuettes sans la moindre concrétion dessus quand elles se trouvent dans l'argile. Quand elles se trouvent sur les couches supérieures sédimentaires, elles ont des concrétions calcaires et elles sont beaucoup plus érodées et plus difficiles à traiter et même à stabiliser d'ailleurs. Mais effectivement, cette sédimentation particulière fait que nous retrouvons des objets qu'on ne retrouve pas à terre. Par exemple, nous retrouvons des milliers d'objets de plomb, alors que les fouilles à terre n'en réveillent que presque jamais. Alors, est-ce parce qu'il y avait une production, une métallurgie particulière dans cette ville portuaire, ou est-ce que probablement cette préservation par sédiment nous a préservé les objets de plomb qui sont très érodés à terre? Monsieur, et en 97 ou 98, je ne me souviens plus, j'étais en voyage d'études en Égypte avec le professeur Yoyot. Et un jour dans le car, on a présenté au professeur Yoyot un ouvrage qui nous a paru en tant que néophyte absolument fabuleux et qui représentait le rivage antique, ce qu'on en connaissait à l'époque. Je voulais savoir si vous étiez pour quelque chose dans cet ouvrage, vous n'en étiez pas le maître d'œuvre par hasard. Et... Alors, oui, c'était en 98. Oui. Nous avons publié notre premier livre sur le Portus Magnus d'Alexandrie, un grand... immense. Voilà. C'était fabuleux. Et est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous apporteriez des modifications à ce rivage? Bien sûr, nous apporterions maintenant de nombreuses modifications. Nous avons avancé dans nos fouilles, surtout dans les détails égyptiens de la région de Tonis et Racaillon et de Canope. On en a une connaissance beaucoup plus fine aujourd'hui. Mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Mais disons qu'on pourrait faire un effet, on pourrait se mettre des lunettes pour voir plus précisément, alors qu'avant c'était flou. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous reste beaucoup à découvrir dans les villes de Canope et de Tonis et Racaillon. Enfin, quel pourcentage de la ville vous avez découvert déjà en premier lieu? Alors, pour la ville de Tonis et Racaillon, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, mais chaque année on en trouve un peu plus, et s'étend un peu plus par nos découvertes, on sait qu'elle représentait, qu'elle a été construite sur une surface égale au moins à 4 fois la surface couverte par la ville de Pompéi. Or, la ville de Pompéi, on la fouille depuis le XVIIIe siècle. Bon, et on est loin d'avoir fini de la fouiller. Donc, je pense qu'on n'en est qu'à quelques pourcents des découvertes sur la ville de Tonis et Racaillon. Pour être prétentieux, je dirais, allez, 4-5%, mais c'est certainement moins. Certainement moins. Pour la ville de Canope, c'est plus difficile parce que la topographie est beaucoup plus complexe. On arrive à se projeter beaucoup plus difficilement. Nous avons découvert des sanctuaires, un complexe de bains probablement. Je dirais qu'on en connaît peut-être un peu plus que 5%. Voilà. Donc nous avons quelques siècles devant nous de fouilles. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette baie d'Aboukir? Est-ce que c'est un raz-de-marée, un tsunami, c'est un lent effondrement, ou est-ce que c'est un accident tellurique majeur? Alors, nous avons fait dès 2002
une mission géologique avec le Smithsonian Institute de Washington pour pouvoir caractériser exactement ce qui s'est passé sur ces sites. Alors, c'est complexe, c'est un phénomène complexe. Vous avez, premièrement, une lente subsidence des terres, la plaque Afrique passant sous la plaque Europe, 10 cm par siècle. En 15 siècles, ça fait quand même 1,50 m. Ensuite, une lente remontée du niveau de la mer depuis l'Antiquité d'environ 10 cm par siècle. Phénomène qui va dans le même... qui crée... qui s'additionne à la subsidence des terres. Mais ce phénomène était contrarié, heureusement d'ailleurs, pour les gens qui habitaient cette région, par les crues du Nil qui apportaient annuellement le limon et qui stabilisaient les terres, et les terres gagnaient quand même sur les mers, manifestement. Donc ce n'est pas ce phénomène qui a fait disparaître ces cités. On a pu mettre en évidence des phénomènes tout à fait particuliers qu'on appelle des phénomènes de liquéfaction des sols. Alors c'est un peu complexe. L'argile, qui est le substrat sur lequel ces villes étaient construites, est un matériau composé de cristaux enchevêtrés qui emprisonnent de l'eau. Quand vous exercez une force plus grande qu'une force critique à un échantillon de cette argile, les cristaux qui sont enchevêtrés vont se mettre tous parallèles les uns aux autres, et l'eau n'est plus retenue et va sortir brusquement de cet échantillon d'argile, va être expulsée de cet échantillon d'argile, et l'argile va perdre 50 à 60% de son volume. Les temples étaient construits sur de l'argile, de façon extraordinaire d'ailleurs, avec des grandes dalles de soutènement pour bien répartir les poids. Tout ça, c'était très bien. Il y avait même des poteaux qui stabilisaient les terres. Tout ça, c'était très bien. Mais il y a eu des phénomènes sismiques qui ont déclenché des tremblements de terre et aussi des tsunamis. Et ces tsunamis ont amené des masses d'eau gigantesques qui se sont additionnées, dont le poids s'est additionné au poids des temples. Et ça a déclenché des phénomènes de liquéfaction des sols, et ces monuments qui pesaient lourdement sur l'argile se sont effondrés en une fraction de seconde. Mais ce n'était pas sur toute l'étendue des villes. Et donc, les villes ont disparu à certains moments, à certains endroits, à différentes périodes de leur histoire, et c'est ce qu'on peut maintenant reconstituer peu à peu grâce aux fouilles. Mais une chose est certaine, au 8e siècle de notre ère, ça a été le phénomène cataclysmique général sur Tonis Hérakléon, Canope, Alexandrie. Tout a disparu en même temps. Donc certainement un très grand tremblement de terre suivi d'un raz-de-marée qui a déclenché des liquéfactions de sol qui ont en tout cas détruit tout le Portus Magnus et la ville de Canope et ce qui est resté de Tonis Hérakléon. Bon, une dernière question et on clôt là. Merci beaucoup. Les mystères d'Osiris étaient célébrés, mais à quelle époque ça correspond par rapport à nous, les mois de... Alors c'était... Et puis le rapport entre Canope la ville et Canope les vases. Oui. Alors, bon, les mystères d'Osiris étaient célébrés au moment où le Nil, après la crue, se retirait des sols et laissait les terres prêtes. C'est quel mois par rapport à chez nous? Quelle époque? C'est la fin de l'été. La fin d'été, oui. Alors le vase Canope, il est en bas. Des écrits antiques mentionnent que Osiris était adoré à Canope sous la forme d'un vase d'où le dieu émergeait, probablement de ses propres humeurs. Et quand au XVIIIe siècle, les archéologues vont fouiller les tombes et vont trouver des momies avec les vases à viscères, ces vases qui contiennent les viscères du défunt, avec des bouchons représentant les têtes des fils d'Horus, ils vont dire, les antiquaires du XVIIIe vont dire, et voilà les fameux vases Canope. Eh ben non, c'est pas ça. Alors, il peut y avoir des liens, mais le Osiris Canope, c'est une statue
Vous en avez 3 en bas. C'est une statue d'Osiris émergeant d'un vase. C'est une statue pleine, c'est pas un vase. Et dans le temple d'Osiris à Canope, nous avons retrouvé une telle statue. Nous avons même retrouvé 2, mais l'autre est malheureusement très érodé parce qu'il apparaît souvent sous 2 formes, la forme A et la forme B. Eh bien, vous avez une des formes en bas. Nous avons retrouvé dans le Sérapéum, donc le temple d'Osiris Sérapis à Canope, Osiris sous forme de vase, c'est l'Osiris Canope de Canope. Et à Alexandrie, dans l'Iséum qui était proche des palais de l'île d'Antirodos où vivait Cléopâtre VII, nous avons retrouvé une statue d'un prêtre tenant la statue d'Osiris Canope, gardée par 2 sphinx. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Franck Gaudiot. Merci à tous d'être venus.